faites rimer Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout. Tu vois, là, dernièrement, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron? Partir au Je Zaïre. pensais qu'il avait... Non. Il est capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. T'avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir déclinée? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi, enfin pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois? Et j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. Et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois? Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc., j'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État,
tous ces chefs d'État, toutes ces ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Vous avez un document, donc il vous est loisible de le consulter. Et ce document, nous le sommes procurés à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Hein? Donc il est référencé, vous voyez bien la référence en bas. Et il date, ce document, du 11 septembre donc 1921. C'est un rapport qui a été fait en Kikongo, puis en flamand, puis en anglais, par des gens infiltrés dans la société secrète de Simon Kibangu, qu'on appelle King Twadi. Et ces gens qui avaient été infiltrés, je ne voudrais pas donner leur nom, c'est l'histoire, les Makutu, les Mpiodi, les Mukendi et autres. Ils ont donc donné un rapport à Léon Morel, qui était un des policiers, en guillemets, belges. Et dans le rapport, je l'ai produit ce document pour la première fois, parce que je voulais tordre le cou à des documents qui circulent partout, y compris sur Internet, et qui accréditent l'idée selon laquelle Simon Kibangu aurait été condamné pour avoir défendu le christianisme. Donc il faut bien qu'on se comprenne, parce que là, nous avons affaire à une source qui est explicite. Merci. C'est-à-dire que là, nous avons... Alors, rapidement, je prends 3 passages de ce document qui me paraissent très importants. D'abord, Simon Kibangu dit qu'il a reçu une vision. Il a eu une vision. Et que cette vision l'a mis en présence de certains êtres qui ne veulent pas du bien au peuple Congo. Et il les appelle donc des esprits des ténèbres. Et il dit que même parmi les gens qui sont dans le Kintwadi, c'est-à-dire dans le sanctuaire des initiés, il en est qui sont avec ces esprits des ténèbres. Parce qu'on leur fait miroiter une ascension sociale ou que sais-je. Mais il dit que lui, ce qui lui a permis de voir clair, c'est le grand esprit puissant, Nzambi Ampou. Ce grand esprit puissant lui a permis de sonder le cœur des esprits de la nuit. Parce que ce grand esprit puissant n'a jamais abandonné ses enfants. Ce sont ses enfants qui l'ont abandonné. En se faisant appeler Alfonso Ier, en recevant l'onction des esclavagistes, et en disant qu'ils ont une capitale qui s'appelle San Salvador, en abandonnant même leur langue pour étudier le latin et le portugais. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'adresse non pas aux gens qui sont dans la RDC actuelle, mais aux nations, toutes les nations de Congo-Katiopa, Kula, Mikangu, Nia Congo-Katiopa, et leurs descendants dispersés sur la terre. Bien. Donc, quel est le point central qu'on a du mal à décoder jusqu'à présent? Il dit voilà, le message en substance est le suivant. Les temps nouveaux s'annoncent où l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Bon, maintenant, les blancs, en apprenant ça, on dit mais comment ça l'homme noir va devenir blanc? Le blanc c'est le Seigneur, l'homme noir ne peut jamais devenir blanc, c'est subversif. Mais ce qu'il voulait dire ici, c'est que lorsque l'homme noir aura, par les épreuves que le grand esprit puissant lui a envoyé, il aura fait la preuve de sa purification. Il aura abandonné la sorcellerie. Il aura abandonné un certain nombre de pratiques qui ramènent dans le sanctuaire les esprits du mal. À ce moment-là, l'homme noir retrouvera sa place de guide spirituel de l'humanité. Donc les blancs connaîtront de nouveau les épreuves.
Mais ce que Simon Kibangu a dit qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas se venger des Blancs contre les Blancs. Parce qu'on va inaugurer un cycle infernal de haine, violence. Donc il est non violent. Non violent. Et parce que nous, on a cité tout à l'heure Gandhi, mais ce sont les Zoulous. Et que quand Gandhi était avocat là-bas, lui ont appris ces choses-là. Ah oui, Gandhi n'a pas appris ça chez les Ariens, hein, les castes des Ariens. Eux, ils tuaient les intouchables. Ah oui. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la non-violence dont on parle, ce n'est pas une attitude de passivité. C'est une attitude d'autodéfense, mais basée sur la morale et les valeurs. Donc il ne faut pas infliger à l'autre, même si c'est un blanc, ce que toi, tu ne veux pas qu'on t'inflige. C'est cette pensée qui s'est révélée subversive pour les missionnaires et tous ces gens-là, qui voulaient que les Noirs adoptent une attitude de haine, déjà entre eux, puis de transfert d'agressivité vis-à-vis du blanc lui-même, le Mundele. Donc ça, c'est ce côté-là qu'on a mis en avant pour le condamner. Mais, pour aller vite, je termine en disant que ce n'est pas lui, Simon Kibangu, qui s'est mis en avant. Parce que tout le monde dit le prophète Simon Kibangu, etc. Que Simon Kibangu avait des ambitions pour lui-même, etc. Non. Simon Kibangu voulait mettre ses ambitions au service de son peuple, et non le peuple au service de ses ambitions. C'est ce détachement que vous voyez même à travers la manière dont il s'habille, la simplicité, la vie d'un saint. Et donc, ce que je veux dire ici, et c'est ça le plus important, Simon Kibangu annonce que quelqu'un viendra, l'envoyé du grand esprit puissant, et combattra les forces de l'iniquité qu'il avait cru à jamais mort. Il va incarner les valeurs spirituelles authentiques du peuple bantou du Congo-Katiopa. Et il va libérer l'homme noir de l'humiliation et de la servitude. Et en faisant cela, il va libérer même l'homme blanc de son complexe de supériorité. Donc il va apporter à l'humanité ce qu'on appelle maintenant l'alliance de la communication Nsingawambila, hein, et toutes les formes de concorde que le christianisme a éloignées de la communauté des hommes. Donc voilà le point focal de la doctrine. Et il y a eu des sacrifices, des gens ont été tués pour ça. Hein, on parle souvent de l'outrance verbale de Lumumba, mais on parle très peu de son sacrifice finalement. Parce que le don absolu de soi, par soi et pour toute l'humanité, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont composé avec les Belges, jusqu'au bout. Et certains passent aujourd'hui pour être des directeurs de conscience de la vie politique à RDC. Et ils détournent même la mémoire de Kibangu pour dire, finalement, Simon Kibangu, c'était quoi? C'était un homme accommodant pour le système en place. Simon Kibangu, c'était un chrétien qui adorait Jésus et qui voulait que tous les Noirs soient évangélisés. Il y a bien des gens qui actuellement le font. Et c'est même devenu, excusez-moi, je vais oser une expression un peu polémique, mais vous verrez par la suite que tel n'est pas mon esprit est un esprit de concorde. Et c'est-à-dire, c'est devenu le fonds de commerce de certains politiciens. Je me souviens avoir été à Lubumbashi, et à l'époque, c'était l'université au Chaba là-bas, à Lubumbashi, n'est-ce pas? Et beaucoup sont encore vivants, ils sont actuellement dans le Parlement congolais. Il y a d'autres qui disent non, et Simon Kibangu était l'ennemi des Belges, d'autres disent il était ceci, cela. En fait, Simon Kibangu était un visionnaire qui est venu accomplir une mission sacrée. Quel est le testament de Simon Kibangu à la jeunesse du Congo, que ce soit le Congo au sens où vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire le territoire dénommé la RDC. Nous avons fait une rétrospective pour montrer comment tout ça a été tracé, hein, mais en même temps le Congo-Katiopa, c'est-à-dire l'Afrique et sa diaspora mondiale dans le concert des nations. Moi je pense que pour bien actualiser le message
de Simon Kibangu, il faut d'abord partir d'une évidence, c'est que l'homme noir est victime d'un esclavage mental. Il n'aime pas sa propre couleur de peau. Il n'aime pas parler sa propre langue. Il présente des symptômes névrotiques extrêmement préoccupants. Donc on ne peut pas demander à un homme qui est en conflit avec sa propre image de devenir un acteur du développement d'un pays. Donc il y a un travail d'abord à faire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire si on veut vraiment perpétuer le message de Simon Kibangu. C'est la libération mentale de l'homme noir et sa libération spirituelle. Je ne parle pas d'une religion ici. Je parle des valeurs spirituelles cardinales qui fondent la vie et la coexistence des êtres humains en société. Ça, c'est évident. Et on ne peut pas le faire à partir d'une vision étrangère à l'homme congolais. On ne peut le faire qu'à partir de son héritage et de son patrimoine spirituel, culturel. Ça veut dire qu'on doit sortir de la logique de l'autoflagellation et de la diabolisation des valeurs proprement congolaises. C'est un premier point. Et donc, je pense que sans cela, c'est comme si vous aviez un ordinateur, mais que vous n'avez pas de logiciel. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est la première chose. Et c'est l'héritage de Simon Kibangu. Un jour, j'avais vu Monseigneur Mosengo à Bruxelles, et Monseigneur Mosengo avait dit que, en fait, la doctrine des missionnaires congolais, c'est la doctrine de la pierre d'attente. C'est-à-dire que nous, on connaissait un certain nombre de coutumes ancestrales, etc. Mais au fond, l'idée d'un Dieu personnel, le Dieu du salut, le Dieu de la bonté, le noir l'a reçu du blanc. À partir du moment où vous dites ça, vous ne pouvez pas demander à un peuple d'être en harmonie avec lui-même et d'avoir la force spirituelle de se relever face à tant d'épreuves. C'est difficile. Le deuxième palier de Simon Kibangu, c'est ensuite la famille, parce que c'est la cellule familiale congolaise qui montre la crise des valeurs. D'abord, je dirais le statut de la femme congolaise. Si aujourd'hui, on viole la femme congolaise impunément, on la violente, on l'humilie, on la souille, et que aucune initiative nationale n'est envisagée pour sortir cette femme congolaise de la tourmente, c'est tout simplement parce que on ne connaît pas la valeur de la femme comme pilier de la famille. Et c'est à partir de la famille qu'on fait ensuite l'éducation des citoyens. Lorsque toutes les femmes du Congo ont aujourd'hui une haine pour les hommes armés du Congo, c'est-à-dire leurs propres enfants qui utilisent des armes pour les violer, vous ne pouvez pas concevoir que l'élément féminin de la nation qui est... D'ailleurs, il y a 3 catégories de population marginalisée qu'on peut inclure dans cette stratégie-là. Il y a d'abord les paysans. Regardez les paysans de RDC, leur situation. Il y a les femmes qui sont nos mamans. Hein? Et puis il y a la jeunesse aussi qui est en exil, qui fuit le pays. Parce que la jeunesse n'a pas d'espoir dans son propre pays. Donc voilà l'Eldorado de l'Europe, la Belgique, partout. Ils sont prêts à aller balayer le sol en Belgique plutôt que de venir construire la RDC. Donc voilà le problème, le deuxième, ce que j'appellerais le deuxième pilier de la pensée de Simon Kibangu, si on voulait envisager une actualisation. Le troisième pilier, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce que j'appelle les 3 glorieuses du malheur congolais. Tous les politiciens qui, de près ou de loin, ont traversé ce siècle, ont assisté à la sécession katangaise, à toutes les formes de sécession, au pillage et à toutes les formes de guerre civile au Congo. Il ne faut pas qu'ils continuent à diriger le Congo.
Parce que le Congo ne peut pas être la terre de l'impunité et la terre de la tolérance et de la licence. Donc il faut faire ce qu'on appelle un inventaire et un bilan de la classe politique congolaise. On ne peut pas concevoir que des gens se métamorphosent pour pérenniser leur survivance politique et leur carrière au détriment de la situation et de la tragédie congolaise. Le dernier point, je vais terminer sur ça, c'est la question, si vous voulez, du contrôle des ressources de la RDC et de l'audit de la dette de la RDC. Et aussi le bilan de ce qu'on a fait de l'argent de la RDC. D'abord, où est l'argent de la RDC? Quand on prend le diamant, quand on prend le coltan, quand on prend toutes ces richesses, quels sont les circuits financiers qui, pour ainsi dire, sont drainés par cette manne? Et pourquoi le peuple congolais ne voit jamais des infrastructures comme des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Pourquoi il y a une telle paupérisation sur une terre aussi insolemment riche et dotée par la nature? Donc il faudrait que la classe politique fasse les états généraux de la lutte contre la corruption des élites politiques. Et donc je pose maintenant le problème de l'Occident. Et je vais citer un autre monsieur, qui est Louis Michel. Donc c'était en Belgique, monsieur Louis Michel était en train de parler du fait que les Congolais et leur classe politique est corrompue. Et que c'est ça le drame du Congo. Alors je lui ai posé cette question simple. J'ai dit, peut-il exister des corrompus sans corrupteurs? Et où est l'argent de la corruption? Il a dit non, l'argent il le dépose en Suisse, en Belgique ou ailleurs, mais jamais en RDC. J'ai dit, dans ce cas, ça s'appelle tout simplement recel d'argent sale. C'est du recel. Vous êtes des receleurs, monsieur Louis Michel. Vous et votre groupe, vous êtes des receleurs. On a dit, bon, c'est un jeune agité, et il faut... Parce que Louis Michel, c'est quand même l'ami des Africains. Donc, il ne faut pas qu'on le rudoie un peu. Mais j'ai dit, ce sont des receleurs. La preuve, lorsqu'une dictature, ils découvrent, au moment de la chute, qu'une dictature est une dictature, leur premier réflexe, c'est de geler l'argent. Mais le mot gel ne convient pas. Voilà, c'est-à-dire le mot gel n'est pas adéquat. En fait, c'est la confiscation des deniers volés du peuple congolais. Si demain, Joseph Kabila, la foule et la population décident qu'il n'a plus le droit de diriger le Congo, vous allez voir ses plus proches amis et ceux qui l'arrosent de sa générosité dire que mais c'est un dictateur en fait. C'est un dictateur. Ils savent que Joseph Kabila décide en pleine controverse électorale de faire une élection à un tour. Ce qui signifie dans le contexte actuel de la RDC une réélection sans deuxième tour. D'accord? Par toutes les manœuvres frauduleuses que nous connaissons en Afrique. Et aucune puissance européenne n'a dit c'est pas normal. On n'a même pas fait un référendum d'initiative populaire. On a pris quelques politiciens corrompus et on leur a dit signez que c'est comme ça. Mais ces politiciens qui ont fait cet acte de forfaiture, ils doivent répondre devant le peuple congolais. Pourquoi cette impunité? Vous voyez bien ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Les hommes qui ont mis Joseph Kabila là, qui lui ont donné l'onction et un semblant de suffrage populaire, ces mêmes hommes disent maintenant qu'ils sont candidats pour être président à leur tour. On ne peut pas utiliser le message du plus vieux prisonnier de conscience de l'histoire universelle. Vous savez bien que Nelson Mandela au moins est sorti. Il est même devenu président. Mais l'autre il est mort là-bas. Il est mort en prison. Voyez bien. Donc, je ne vois pas comment les Congolais ont cette prétention à dire, d'ailleurs c'est Mobutu qui a fait cette messe-là, et voilà, Lumumba c'est le héros national. Et ils ont fait une parade avec la photo de Lumumba
où son bourreau dit voici le héros national. Et tous les Congolais disent nous allons fêter le héros national, mais ils évitent d'appliquer la pensée panafricaine de Lumumba. De la même façon, les militants de l'Abaco qui sont morts pour l'indépendance et la dignité de l'homme congolais, en continuité avec la pensée de Simon Kibangu, comme nous l'avons montré depuis tout à l'heure, ces militants de l'Abaco, aujourd'hui, on utilise leur combat pour essayer de faire le contraire, c'est-à-dire donner aux Occidentaux et brader les ressources du peuple congolais. L'homme européen ne connaît que ses intérêts. L'homme européen n'aime pas plus les Congolais que les Rwandais. Il n'aime pas plus les Rwandais que les Ougandais. Il n'aime pas plus les Ougandais que les Béninois. Il va au plus offrant. C'est le lieu donc de terminer en disant que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission historique, la remplir ou la trahir. L'homme qui dit ça, c'est un Martiniquais, France Fanon. Nous souhaitons la création d'une structure qui ne va pas faire de la politique politicienne, mais qui va éduquer les futurs acteurs de la renaissance du Congo et de l'Afrique. Et une telle structure pourrait, je dis bien, et réellement cette fois-ci de façon légitime, s'approprier l'héritage de Simon Kibangu, non pas pour le fossiliser, mais pour en faire un instrument de libération de l'homme noir. Et une telle structure pourrait être un institut panafricain, ou un institut d'études panafricaines Simon Kibangu. Je pense que ce serait une bonne façon de rendre hommage à un homme qui s'est sacrifié, et dont tout le monde récupère l'héritage, pour faire un fonds de commerce un peu comme les marchands du temple de l'époque. Je dirais également que nous ne pouvons pas faire cela si on ne lutte pas contre le micro-tribalisme. Le cancer du micro-tribalisme. C'est-à-dire l'idée que tous ces Africains-là appartiennent à des ethnies qui ne se connaissent pas, et qui sont hostiles les unes aux autres. Le monde entier nous perçoit comme un seul groupe de nègres. Mais nous sommes les seuls à dire non, moi je suis Yoruba, l'autre est Bambara, l'autre est Dogon, et on finit par faire rire le monde entier. D'autre part, on sait très bien qu'un pays comme le Bénin ne peut pas faire face à des monstres géostratégiques comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Ne serait-ce que parce que le simple budget de l'État béninois, c'est le budget de l'hôpital Georges Pompidou. Donc on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut penser à un grand ensemble africain, un État fédéral d'Afrique noire. Et dans cette perspective, nous voyons naturellement 4 grandes régions émerger. Le premier, c'est l'Afrique australe. Et l'Afrique du Sud a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique australe. Il faut une intégration économique, c'est-à-dire une libre circulation des hommes, des idées, des produits, etc., sans passer par les barrières douanières de l'Europe. D'autre part, la RDC est le pôle fédérateur régional de l'Afrique centrale. Je dis même que sans la RDC, on ne peut pas électrifier toute l'Afrique. Le barrage d'Inga, toutes les potentialités de la RDC font de la RDC le leader de la renaissance africaine, naturellement. Mais il faudrait que la RDC sorte de ces démons, que sont justement le micro-tribalisme et le micro-nationalisme africain. D'autre part, le Nigeria a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Éthiopie, quand bien même on l'a amputé d'une partie de son territoire pour l'empêcher d'accéder à la mer, à savoir l'Érythrée, a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique orientale. Quand toutes ces puissances vont se mettre ensemble et que l'Union africaine va cesser d'être une coquille vide, une chambre d'enregistrement des décisions des puissances occidentales et des puissances émergentes, à ce moment-là, le vrai combat pour la libération de l'homme noir va commencer. Et je pense que c'était l'idéal aussi de Simon Kibangu, c'était sa vision. C'est la raison pour laquelle on a suscité des forces politiques pour émietter l'Afrique du Sud, avec les Boutelesi, etc. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un pôle fédérateur régional fort.
C'est la raison pour laquelle on a financé les sécessions successives en RDC. C'est la raison pour laquelle on a financé une guerre civile au Nigeria pour faire même battre sur le pétrole du Nigeria. Ça a donné la sécession du Biafra avec Ojukwu. C'est la raison pour laquelle on a fait de même pour l'Éthiopie, en faisant que l'Érythrée, tous ces pays-là disent qu'ils sont souverains, alors qu'on sait très bien que ces pays ne peuvent pas exercer la souveraineté internationale, faute d'une réelle politique de sécurité, de défense, etc. Donc la vision de Simon Kimbangu n'est pas seulement une vision spirituelle, il faut l'actualiser au plan même des luttes pour les droits humains, les droits de l'homme, les droits de la femme congolaise, et il faut l'actualiser au niveau de ce que j'appellerais toute l'Afrique et le monde noir en général. Aux États-Unis, il y a un institut Simon Kimbangu qui fait des études de tous les documents dont nous avons fait état, proviennent pour l'essentiel de ces sources. Et ces documents sont inconnus même de l'élite congolaise. Donc je pense que ce paradoxe-là, il faudrait sortir de ce piège mortel que le colonialisme et l'impérialisme de l'Occident nous imposent. Et en ce faisant, il faut renouveler les hommes politiques. Il faut renouveler nos dirigeants. Il faut des dirigeants qui soient à l'image de l'homme africain tel que nous l'imaginons et nous rêvons. Que des dirigeants qui soient au service de leur population et non pas au service de leurs propres intérêts et de leur propre clan. Travailler ensemble, tous les fils de la RDC, quelles que soient vos appartenances ethniques, quelle que soit votre carrière professionnelle, votre diplôme, etc., pour le bien et le relèvement de votre peuple. Voilà, je vous remercie. Le Congo est un pays culturellement et historiquement très riche. Appelé communément la République démocratique du Congo, ce pays de l'Afrique centrale est encore très peu connu. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce pays magnifique dont la richesse naturelle semble illimitée. Savez-vous qu'on y retrouve plus de 450 dialectes différents? Ou encore que le Congo a son propre programme spatial? Si vous souhaitez découvrir les 99 choses qui n'arrivent qu'au Congo, restez avec nous jusqu'à la fin, car les voici. Il existe en réalité non pas un, mais deux Congos, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il s'agit là de deux pays distincts qui n'ont jamais été unifiés, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En 1885, lors de la colonisation belge, le Congo a été la propriété privée du roi belge Léopold II. Ce n'est qu'en 1908 qu'il a dû remettre sa propriété à l'État belge. À son indépendance en 1960, le Congo a adopté le même nom que son pays voisin. Obligé de se différencier, le pays a opté pour le nom de République démocratique du Congo. On trouve à côté du français 4 autres langues nationales reconnues. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Dans ce pays, on distingue à peu près 450 dialectes différents. C'est donc l'un des pays les plus multilingues de l'Afrique. La capitale du Congo, Kinshasa, et celle de la République du Congo, Brazzaville, sont les deux capitales les plus proches du monde, séparées uniquement par 4 km. Le fleuve qui sert de frontière naturelle entre les deux Congos est l'un des plus longs fleuves du globe, avec ses 4500 km. Véritable colonne vertébrale pour le pays, ce fleuve est profond de 220 mètres. Le parc national de Virunga, situé en République démocratique du Congo, est le plus ancien parc de toute l'Afrique. La RDC est le deuxième pays le plus vaste de toute l'Afrique, après l'Algérie. On y retrouve diverses religions, dont le kimbanguisme, un mouvement religieux chrétien, le protestantisme, le catholicisme et une minorité de musulmans. Le reste de la population congolaise est animiste. Le culte des ancêtres est d'une grande importance pour une petite partie de la population congolaise. Dans plusieurs tribus, ce culte se manifeste par la présence de statues ou de masques. Au Congo, on compte environ 250 ethnies réparties en groupes. Le Congo est très connu pour sa merveilleuse diversité floristique et faunique. Il possède d'ailleurs 6 volcans, dont l'un est appelé Nyiragongo. Situé à proximité de la ville de Goma, il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux d'Afrique, principalement à cause de la présence d'un lac de lave quasi permanent. La RDC compte parmi les 16 pays au monde qualifiés de méga biodiversité. Ce pays peut être fier de posséder 47% du massif forestier tropical du continent africain et 6% des réserves tropicales mondiales. 66% du territoire est constitué exclusivement de forêts équatoriales ou de lacs. L'okapi est le symbole national du Congo. Mais c'est le léopard qui est l'emblème du pays. Le Congo compte plus de 1170 espèces d'oiseaux,
480 espèces de mammifères, 1000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et 11 000 espèces végétales. C'est le seul pays au monde à héberger 3 des 4 espèces de grands singes, le gorille, le chimpanzé et le bonobo. Malheureusement, à cause de la déforestation principalement dans le Bas-Congo, la richesse naturelle risque de ne pas durer longtemps. Selon l'organisation Greenpeace, le pays pourrait perdre 40% de ses forêts d'ici 2050. Toutefois, le Congo a bien d'autres richesses, dont notamment plusieurs ressources naturelles et minières. Accrochez-vous bien. Le Congo possède 63% de réserves mondiales de cobalt à l'est du pays, 36% de l'or, 16% de coltans, 11% de zinc, 27% de cuivre, 18% de l'uranium, 8% de plomb et énormément de diamants dont le pourcentage n'est pas encore connu. Le Congo possède surtout un des éléments essentiels pour la fabrication des téléphones du monde entier, le cobalt. Et ce n'est pas tout, on y trouve aussi des ressources agricoles comme le café, le bois et le caoutchouc. Béni par la nature, la RDC a tout autant de pétrole et de gaz. Le pays est un centre touristique car peu d'endroits au monde sont d'une beauté comparable à celle du nord-est du Congo. Plusieurs Congolais dépendent de l'agriculture pour survivre. L'éducation et la santé sont encore très peu développées dans le pays. En 2018, il a été classé 176e sur l'indice du développement humain. Il arrive parfois dans certains coins reculés du pays que la jeune veuve soit mariée à l'un de ses beaux-frères dans le cadre de la continuité du mariage déjà contracté. De même, si la femme décède, certaines tribus attribuent une de ses sœurs de la défunte au veuf. Très peu actives politiquement, certaines femmes du Congo sont très marginalisées. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement « deuxième bureau ». Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. À votre avis, combien y a-t-il de pays en Afrique? Est-ce option A 54, option B 56, option C 74? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Avant le mariage, la famille du mari se doit de négocier un montant de dot avec l'oncle ou le père de la future mariée afin de déterminer sa valeur symbolique. C'est d'ailleurs souvent l'oncle maternel qui exerce l'autorité dans une famille. Quant aux enfants de moins de 14 ans, ils constituent 47,4% de la population. Le pays a un taux de croissance annuel de la population qui s'élève à 3,07%. L'espérance de vie en RDC n'est en moyenne que de 60 ans. À Kinshasa, on trouve des taudis qui coexistent avec des résidences et commerces très chics. Néanmoins, Kinshasa est aussi célèbre dans la sous-région comme étant un carrefour de la diversité culturelle, où pratiquement toutes les ethnies, les langues et les cultures du Congo se côtoient. Chaque ethnie du Congo conserve son propre mode de vie qui se traduit par des pratiques spécifiques, telles que les danses, les musiques, l'artisanat, ce qui forme un patrimoine humain et culturel unique au monde. Incontournable au Congo, la danse fait partie de la culture de la population. Les habitants de Kinshasa, appelés Kinoa, ont longtemps pratiqué la danse du Ndombolo, jusqu'aux années 2000. On trouve actuellement au Congo des danses traditionnelles très diverses, dont la danse des échasses pratiquée au Nyari, la danse kébé-kébé, des Mbochi. Ces danses sont essentiellement pratiquées dans les zones urbaines. Quant à la musique congolaise, elle s'est propagée dans toute l'Afrique sous multiples dénominations, Congo Music, Jazz congolais, etc. La rumba congolaise, ou encore le soukous, sont des styles de musique qui ont été si populaires qu'ils se sont propagés au-delà des frontières du pays. Tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango
mboka Kongo, mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. A même influencé la population à adopter un style vestimentaire appelé la SAP, autrement dit la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. L'inventeur du mot SAP serait Christian Loubaki, un homme à tout faire congolais travaillant dans le quartier UP du 16e arrondissement à Paris qui aurait observé ses employeurs s'habiller et profiter des vieux vêtements qu'ils lui offraient. En 1978, avec la complicité de Kofino Massamba, Christian Loubaki crée sa première boutique, la Saperie à Bakongo, le quartier par excellence de la sape au Congo. Ce mouvement, que l'on compare au dandisme, consiste à s'habiller de manière très élégante, quitte à dépenser des sommes d'argent très importantes. Au Kinshasa, on trouve de nos jours plusieurs sapeurs habillés en vêtements colorés, costumes, cravates et portant des lunettes de soleil même la nuit. Selon les sapologues, le premier commandement de la sape est « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Le mouvement a pris une ampleur telle que des femmes congolaises deviennent aussi sapeuses. Il existe aujourd'hui une religion dénommée Kitandi, fondée par un Quinois appelé Stervos Niarchos, qui s'est autoproclamé pape de la sape. Devant sa tombe, tous les sapeurs du Congo viennent se recueillir chaque 10 février. Le spectacle est d'ailleurs grandiose. Le style vestimentaire traditionnel n'est pas pour autant obsolète. Les femmes, par exemple, se drapent encore de pagnes, destinés à couvrir leur corps. Ce tissu a de multiples usages. Il sert de couverture, de couvre-chef ou de porte-bébé. Le pagne a même une toute autre dimension. La femme congolaise s'en sert aussi pour manifester son élégance et sa réussite sociale. En cuisine, les Congolais ont plusieurs plats nationaux. Ils raffolent entre autres du fumboa, du sakasaka et surtout du pondu. Un plat composé de feuilles de manioc consommé absolument partout au Congo. Certains Congolais aiment mettre de la mayonnaise dans presque tout ce qu'ils mangent. Cependant, au Congo, certains habitants consomment aussi de plus en plus des insectes. Au marché Gambela de Kinshasa, on trouve facilement des grosses larves de charançon blanche, des chenilles légèrement croquantes ou encore des termites cassant sous la dent. Il est souvent déconseillé aux touristes de prendre des photos des habitants, car cela pourrait les contrarier. Il s'agit là d'un respect à accorder à toute personne, quel que soit le pays où tu te trouves. Il est déconseillé de prendre des photos sans demander la permission. Les habitants du Congo sont réputés pour leur hospitalité et leur solidarité. Par respect, toutes les femmes du Congo sont appelées maman si elles sont mariées ou même si elles n'ont pas d'enfants. Les Congolaises n'hésiteront jamais à aider n'importe quelle femme ayant des enfants. Au Congo, la plupart des familles disposent de sa propre hiérarchie interne. Les aînés prennent en charge les cadets qui leur doivent du respect. Malgré les coutumes ancestrales prédominantes, le Congo possède son propre programme spatial. Ce programme appelé Troposphère est l'initiative de la société Développement Tous Azimuts. Troposphère 2 et 4 ont été des fusées lancées dans le ciel à environ 1500 mètres d'altitude avec succès. Fière de ses exploits, la RDC projetterait désormais d'envoyer un jour dans l'espace le premier astronaute africain. Nalingi yo
motema na biso. Ils veulent te détruire et puis s'enfuir. Mais ta joie de vivre va tout reconstruire. Nalingaka yo Congo. Elle veut que je sois son médicament. Oh mamacita, oh mamacita. Est-ce que vous avez déjà entendu ces titres? Bien sûr que oui, sinon faut vous remettre en question. Ils ont un point commun qu'on peut repérer quand on entend cette guitare, ce rythme là derrière, ou ce mot. Ça veut dire policier en lingala. Tout ça est lié au Congo. Et d'ailleurs, Gims, Nino, Niska ont tous des parents congolais. Et c'est loin d'être les seuls. On pourrait aussi citer Damso, Gradure, Kobalade ou encore tout cela. Prenons les albums de rap les plus vendus sur les 10 dernières années. Eh bien, les rappeurs d'origine congolaise sont souvent derrière un quart de ces albums. Ouais, ça fait beaucoup, et c'est d'autant plus intriguant quand on ajoute cette autre information. Les Congolais ne représentent que 0,2% de la population en France. Alors, on ne dispose pas du chiffre exact pour leurs descendants, mais on peut quand même dire que l'ensemble est ultra minoritaire dans le pays. Donc la question c'est, comment expliquer ce poids si important des rappeurs d'origine congolaise? Congolais comme 80% du rap français. Alors, avant de commencer, je précise un truc. Le Congo, c'est ici et ici. L'un a été colonisé par la France, l'autre par la Belgique. Deux pays francophones donc, comme d'autres dans la région. Et les deux pays sont concernés par notre sujet. Côte d'Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Kenya, Zambie. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui m'ont contacté de cette région-là qui disent « Comment ça se fait que les Congolais dominent la musique chez nous? Comment est-ce qu'ils font ?» Voilà Bob White. Il est canadien en effet. Et il a passé 15 ans à étudier la musique congolaise. Moi aussi, je lui ai demandé comment ça se fait que les Congolais se sont autant imposés dans la musique. Et d'après lui, il a fallu beaucoup plus que du hasard. C'est pour des raisons historiques. Disons qu'on peut voir ça comme un potager. Au départ, il y a un terreau très fertile, ici. D'après Bob, on y trouve notamment une tradition ancienne de chant et de danse. La religion chrétienne qui encourage la pratique musicale, le lingala, une langue mélodique parlée au Congo, et puis ça. Un rythme présent dans les musiques anciennes de la région. Lors de la traite négrière, de nombreux esclaves sont envoyés en Amérique, notamment à Cuba. Ils participent à la naissance d'une musique où l'on retrouve ce... Cette musique, c'est la rumba cubaine. Alors, quand au début du XXe siècle, des marins apportent des disques de rumba cubaine au Congo, ça a fait comme une sorte de réaction chimique. C'est un peu comme le retour de l'enfant perdu, là. Des musiciens congolais modifient la recette et donnent naissance à la rumba congolaise. Bon, mais ensuite, pour que la rumba congolaise pousse très haut, il a quand même fallu quelques engrais, notamment cet homme, un commerçant grec installé au Congo, qui enregistre et diffuse les premiers titres de rumba congolaise à la fin des années 40. La radio nationale, qui relaie tout ça loin sur le continent, et Mobutu, dictateur en RDC, qui en fait un élément de gloire et finance des artistes. Au final, la rumba congolaise a été un succès durant toute la seconde moitié du XXe siècle. En 2021, l'UNESCO l'a même inscrite au patrimoine mondial. Et les Congolais, forcément, en sont plutôt fiers. Ils sont pas fiers là, ils sont hyper fiers. Mais alors, comment est-ce que ça nous amène à ça? Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kinshasa. Je suis du Zaïre, faire des concerts au Zaïre. Je veux représenter Brazzaville. Ça se voit qu'ils sont pas congolais. Congolais mauvais, un peu trop impliqué. De Kinshasa jusqu'à Brazzaville. Comment est-ce que la diaspora congolaise a-t-elle réussi à réinvestir sa culture musicale dans le rap français? Utilisons encore une métaphore. Imaginons que le succès de ces rappeurs d'origine congolaise soit une chanson.
Comme toutes les chansons, elle est composée de plusieurs pistes distinctes qui font que la chanson fonctionne. Pour bien analyser chacune de ces pistes, on a demandé de l'aide à 2 anthropologues, Anna Kuomo et Laura Steil, ainsi qu'au beatmaker Danny Sainté, qui a notamment composé ça, ça ou ça. Et avec eux, on a réussi à isoler 4 éléments derrière le succès des rappeurs d'origine congolaise. 1. Pas hyper étonnant, la culture musicale congolaise se transmet entre générations. La musique, elle incarne un art de vivre. Elle est omniprésente. Il y a un truc indéniable, c'est que quand j'allais chez mes amis plus jeunes, il y a moins de musique chez eux que chez moi. Plusieurs rappeurs ont même pour parents des musiciens renommés, comme Gims, Youssoupha ou Nino. 2. La religion. Congo et RDC sont 2 pays très majoritairement chrétiens, beaucoup plus que d'autres pays d'Afrique francophone. Et en Europe, les églises sont toujours des lieux importants de rassemblement pour la diaspora. L'église, c'est une école de musique. Il y a des représentations tous les dimanches et donc il faut jouer. Mon père, il est pasteur et je joue à l'église le dimanche. Et il y en a plein qui ont baigné dedans, soit dans les chorales, soit à la guitare, soit au piano. 3. Le travail de pionniers, comme le groupe Bissonabisso, mené notamment par des rappeurs franco-congolais. À la fin des années 90, ils introduisent dans le rap de nouvelles sonorités, de nouvelles références culturelles. Et ça cartonne. 100% Congo, Weston, Croco. Avec eux commence un changement de regard sur l'Afrique, sur aussi la musique de leurs parents. Tout d'un coup, ça va devenir cool. J'avais 9 ans à ce moment-là, c'était le truc le plus marquant. Après ça, des générations d'artistes ont beaucoup plus fait appel à la culture africaine dans leur musique. Quand tu écoutes les sons de Niska, souvent derrière t'entends des bendo da bendo, oui, allez dehors. Et ça, c'est des trucs qui sont typiquement congolais. Une pratique héritée des Atalakou, ces animateurs qui haranguent la foule à côté du DJ ou de l'orchestre. Enfin, 4e point, le rôle de l'image. La musique congolaise, ce n'est pas que de la musique, c'est un spectacle qu'on regarde, notamment pour ses danses. Des fois même je trouvais ça barbant, je préférais avoir les dessins animés, mais t'avais Kofi Olomide qui était là devant toi en mode allez, essaye de danser pareil. Alors, à la fin des années 2000, quand YouTube, Facebook, puis Instagram ou TikTok s'imposent et mettent en valeur l'image, La jeunesse d'origine congolaise, quelque part, a un temps d'avance dans le sens qu'il y a une culture de la musique en image à travers la danse, la chorégraphie, mais aussi à travers l'habillement. Y'a le tarpé qui dort près de l'oseille dans le cachibis. Alors, chaque artiste a évidemment son propre parcours, mais ces 4 pistes expliquent au moins en partie pourquoi la culture congolaise s'est si bien mariée au rap français. Et désormais, c'est même la bonne santé du rap qui donne une nouvelle visibilité aux stars de la rumba congolaise. Avant il m'appelait le fils de Taboulay, maintenant pour appeler Taboulay, ils disent le père de Youssoupha. Voilà, c'est la fin de cette seconde saison de Rap Business. On espère que ça vous a plu. Dites-nous tout ça en commentaire.